To have 10 or plus? Yeah. No, I've always told people it won't be forever. I still don't know how many it's going to be. Right now, I've been getting healthier over the years, not getting worse. So that's a huge sign for me that I'm still going in the right direction. My physique is still getting better. I know I still have more in me. So I still take time after the Olympia. I do my blood work. I do my check-in, and I just kind of check in with myself, see how motivated I am to keep pushing and how my health is doing. And then I make my decision, am I going to do another one? Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Musculaire, j'espère que vous allez bien. J'ai quelques news intéressantes pour vous, mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à mettre un petit like en dessous de la vidéo, ça m'aiderait énormément. Et on commence directement avec le gros du sujet, Chris Bumstead, donc, qui passait dans le podcast PBD. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast américain, libre, qui existe depuis quand même pas mal d'années, sur lequel est déjà passé Ronnie Coleman, Dorian Yates, Sean Ray aussi, il me semble, encore d'autres bodybuilders. Et donc là, ici, c'était au tour de Chris Bumstead qui apparaissait dans ce podcast pour la première fois. Bien sûr, c'est en anglais, donc si vous parlez anglais, n'hésitez pas à le regarder. Il dure plus ou moins 2 heures. Il est vraiment très intéressant, il parle de plein de sujets très intéressants, en partie de la santé, bon, des stéroïdes bien sûr, la TRT, les taux de testostérone qui ne font que baisser dans l'Occident, ainsi que les gros problèmes liés à l'obésité, etc. Et il parle aussi bien sûr de la carrière de Chris Bumstead. Donc je vais vous faire un petit résumé de cette partie-là, et on va aussi parler donc du futur de la carrière de Chris, qui est toujours incertain finalement, hein. Il n'a toujours pas décidé si oui ou non il irait pour un 6e titre. Il n'a pas encore annoncé de retraite, mais il n'a pas non plus annoncé qu'il repartirait en prépa pour cette année. Maintenant, voilà, après l'Olympia, très souvent, la plupart des athlètes, tous ceux qui gagnent, ils prennent plus ou moins 3 mois off complètement, hein, 3 mois de congé, où ils font très souvent plus rien, ils s'entraînent plus. Et je pense que c'est exactement ce que Chris est en train de faire en ce moment. Il ne pense pas au prochain titre, mais il pense juste à profiter, savourer le moment, savourer aussi les moments avec sa famille, avec sa femme, avec son bébé qui va arriver. Et je pense qu'on saura vraiment si oui ou non il sera à la retraite une fois que ces 3 mois seront passés et qui sera à 9 mois plus ou moins de l'Olympia 2024. Et là on saura si oui ou non Chris décidera donc de revenir pour une 6e fois. Et d'ailleurs, à ce propos, il s'est exprimé sur le fait que voilà, l'objectif de Chris, c'est pas de faire une dizaine de Mister Olympia. C'est pas son but. Il pourrait continuer encore des années et essayer de gagner le titre 10 fois. Mais bon, ça, je pense qu'ils sont, pas nécessairement ils sont fous, mais c'est pas non plus son but. En grosse partie aussi dû au fait que sa santé n'est pas aussi bien qu'il espérait. Alors, elle est beaucoup mieux qu'à l'époque, au moment où il a découvert sa maladie auto-immune qu'il a au rein. Genre, comme il dit dans le podcast, chaque année, sa santé ne fait que s'améliorer. Sa situation, que ce soit dans son couple, sa situation familiale, sa situation même dans le sport, ne fait que s'améliorer. Maintenant, voilà, il n'a pas envie de troquer sa santé complètement, uniquement pour encore 4, 5 ou 6 titres Olympia. S'il doit encore continuer à gagner, ce serait au moins 9 fois pour battre le record. Alors, je pense que vous savez, le record de Mister Olympia, c'est 8, détenu par Ronnie Coleman et Lee Haney. Et s'il devait gagner encore plusieurs fois Mister Olympia, ce serait jusqu'au moins 9 pour arriver à battre ce record-là. Et il n'est pas intéressé là-dedans, ce que je comprends. Finalement, il préfère être un père plutôt que détenir un nouveau record de Mister Olympia. D'autant plus qu'aussi, il est classique physique, il n'est pas en open, et aussi pour beaucoup de gens, classique physique Mister Olympia, ça ne compte pas entre guillemets. Alors pour moi ça compte quand même, ça reste un Mister Olympia, ça reste quand même l'un des plus grands athlètes, un des plus grands bodybuilders qu'on ait connu jusqu'à présent, mais effectivement ça rentre pas dans la lignée des grands Mister Olympia, enfin il gagne pas le Sendo par exemple, hein, il n'y a que en open où il le gagne, et donc on pourrait se dire aussi, si par exemple tu gagnes le titre 9 fois dans cette division, est-ce que ça compte comme le record de Mister Olympia? Parce que comme on avait déjà dit une autre fois dans une vidéo précédente, si ça compte, à ce moment-là, celle qui a le record, c'est Iris Kyle, avec ses 10 titres. Ce qui par contre pourrait être intéressant, c'était ça serait s'il part en open et qu'il gagne un titre aussi en open. Il serait le 2e bodybuilder à gagner 2 divisions, et à ce moment-là, il deviendrait presque le GOAT du bodybuilding. C'est aussi quelque chose qu'il ne veut pas faire, parce que c'est beaucoup trop dangereux pour sa santé, parce qu'il faudrait qu'il soit au-dessus de 140 kg sur scène, ce qui n'est pas nécessairement une chose dont il a envie. Il faut savoir que quand il avait gagné sa carte pro, il avait décidé d'arrêter sa carrière de bodybuilding, il voulait complètement stopper, et par hasard, c'est au même moment que la catégorie classique physique est arrivée. Donc finalement, on a plus ou moins été sauvé, Chris a continué sa carrière parce que la catégorie classique était là, ou sinon, il n'aurait jamais continué à concourir en open, parce qu'il ne voulait déjà pas de cette vie d'être aussi massif toute l'année. Alors dans ce podcast, il parle aussi de d'autres petites idées que je trouve aussi très intéressantes par rapport au Mister Olympia, par rapport à l'organisation, mais surtout par rapport aux gains, parce que finalement,
à part le Mister Olympia en Open qui gagne 400 000 $, tous les autres ils gagnent tous 50 000 $. Et donc, est-ce que finalement, on n'aurait pas plutôt fait un système plus ou moins au mérite? Parce qu'il y a autant de gens finalement qui regardent Mister Olympia pour voir Chris Bumstead que pour voir les Open. Et donc, pourquoi Chris ne gagne que 50 000 alors que Derek Lunsford gagne 400 000? Est-ce que c'est juste? Et le truc, c'est que d'une certaine manière, pour moi, oui, c'est plus ou moins juste. Ça a toujours été comme ça. Le Mister Olympia, il n'y en a qu'un seul. Le 102, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est normal que lui gagne le plus gros prix. Maintenant, on pourrait faire un système plus proportionné. Est-ce que, par exemple, maintenant, on pourrait aussi faire un système, on va dire, plus ou moins proportionné et se dire, ah tiens, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour voir Chris, plus que pour voir Derek Lunsford. Donc on pourrait augmenter le prize money en classique. Mais si tu fonctionnes comme ça, à ce moment-là, tu as certaines catégories où ils vont gagner presque rien. Enfin, je pense par exemple aux catégories féminines, bikini, wellness, etc. Bon, on va pas se mentir, hein, la plupart des gens qui regardent du bodybuilding, c'est quand même énormément d'hommes. Il y a aussi quelques femmes. J'ai qu'à regarder mes statistiques. Je regarde mes stats, la plupart de mes viewers, à 98%, c'est que des mecs. Donc vous doutez bien que si on fait un système comme ça, celle qui va gagner bikini, elle va quasiment rien toucher. Ce que je trouverais aussi un peu dommage et triste, pour quelqu'un qui gagne Mister Olympia, bah que tu gagnes presque rien parce que sous prétexte que les gens viennent pas nécessairement pour te voir toi, mais ils viennent te voir que pour Chris Bumstead ou que pour les Open. Et donc j'ai soulevé aussi une autre idée qui était intéressante, c'est de quand même augmenter les gains en classique, de les faire monter par exemple à 200 000 $, ou même à 100 000 $, sachant que à l'Arnold classique, maintenant ils sont déjà à 80 000 $. Donc tu gagnes plus en gagnant en classique physique à l'Arnold qu'en classique physique à Olympia. Et moi je pensais que derrière ça, ils augmenteraient les gains en classique à Olympia, mais ils l'ont pas fait. Je pense que ce serait intéressant qu'ils les doublent, ces gains-là, parce que oui, bien sûr, tu auras toujours le prestige du fait de gagner Olympia. Mais si finalement, à côté du prestige, les gains sont moins élevés que ceux de l'Arnold, pour moi, ça n'a pas vraiment trop de sens. Enfin bref. La dernière chose dont ils ont aussi parlé, c'était au niveau de la rivalité de Chris Bumstead. Et pour lui, le seul vrai rival qu'il a eu, c'est Breon Astley. Finalement, Breon Astley, c'est le seul à avoir battu Chris Bumstead. Mais pour lui, vraiment, celui qui lui a donné le plus de difficultés et où il y avait une sorte de, alors je vais pas dire de haine, mais d'animosité envers l'un et l'autre, c'était uniquement avec Breon Astley. Il n'a pas ce même sentiment face à Ramon Dino, bien qu'il trouve que Ramon est un bodybuilder incroyable, mais il a beaucoup plus de confiance en lui quand il est face à Ramon Dino que à l'époque, en tout cas, quand il était face à Breon Astley. Et il se sentait beaucoup plus poussé par Breon que par Ramon Dino. Donc voilà, il y a vraiment eu beaucoup de choses très intéressantes dans ce podcast avec Chris. J'aime beaucoup l'écouter quand il parle parce que finalement c'est quelqu'un qui est très posé, très mature, forme de mentalité très saine, très terre à terre avec les yeux posés sur ses objectifs. Finalement, son but, lui, c'est d'avoir une famille. À son jeune âge, hein, il a que 28 ans, il voit déjà beaucoup plus loin que certains autres athlètes qui sont parfois même plus âgés. Il voit déjà sa vie dans 10, 15, 20 ans. Lui maintenant, là où il est plus dans ses business, dans ce qu'il veut apporter au monde du bodybuilding, ce qu'il veut apporter aux autres, plus que ce que le bodybuilding peut l'apporter à lui. Il est plus intéressé de gagner des compétitions pour lui, mais il est plus intéressé à faire des choses pour les autres. Tout le monde l'apprécie dans le bodybuilding et en dehors, c'est le bodybuilder le plus connu aujourd'hui. Il a 22 millions d'abonnés sur Instagram. Enfin voilà quoi, finalement il a déjà tout accompli dans le body. Il n'a plus rien à accomplir en fait, au point de vue compétitif. Même s'il gagnait l'Arnold, il l'a pas gagné, mais est-ce que ça changerait quelque chose à sa carrière? Je pense pas, les gens l'apprécieraient toujours autant qu'il ait gagné l'Arnold ou pas. Pour moi, qu'il gagne l'Open ou qu'il gagne pas l'Open, ça changerait pas non plus grand-chose. Qu'il gagne 6, 7 ou 8 titres ne change pas non plus grand-chose à son héritage. Enfin bref, ce sera tout ce sujet. Moi, je vous invite quand même à aller regarder le podcast si vous parlez anglais, parce que c'est vraiment intéressant, ça s'écoute tout seul. Vous mettez ça dans le fond pendant que vous faites autre chose, la vaisselle, que vous allez à la salle, vous faites votre échauffement, votre cardio ou quoi. Vraiment, c'est vraiment cool. Ensuite, dans les news, on a le retour de Big Ramy. Big Ramy qui avait pris une année complète de pause en 2023, suite à sa défaite à Olympia 2022 et à sa 5e place à l'Arnold Classic. La question que on peut se poser, c'est est-ce qu'il est vraiment une vraie menace pour Derek Lunsford, Ali Choupan, Samson Nauda, sachant qu'il a déjà été battu par eux tous l'an dernier. Et est-ce que son année de pause a vraiment été efficace? Est-ce qu'il a vraiment réussi à guérir grâce à ses cellules souches? Ou est-ce qu'on verra la même version que Big Ramy l'an passé? Donc là, je suis vraiment aussi très curieux de voir le résultat de sa longue pause. En tout cas, ici, sur son side chest et sur son masse musculaire de face, je trouve qu'il a quand même perdu pas mal de masse au niveau des pectoraux. Il y a des deltoïdes qui sont toujours énormes, toujours des très gros biceps.
mais ses triceps et ses pecs, pour moi, ils ont l'air un petit peu de s'être effacés. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il s'est pas entraîné depuis longtemps, ce qui est aussi possible? Je sais que Big Ramy aussi, des fois, de temps en temps, il s'entraîne pas pendant des longues périodes. C'est déjà arrivé, je pense, c'était en 2022, justement, il s'était pas entraîné pendant 6 mois avant de reprendre l'entraînement pour Olympia. Donc voilà, c'est aussi possible que ce soit à cause de ça qu'il ait décidé d'arrêter de s'entraîner pendant un long moment pour vraiment récupérer et guérir au maximum avant de repartir sur une prep. Ensuite, il y a aussi William Bonac qui fait son retour sur la scène. Alors, on ne sait pas encore quelle compétition il va choisir. Tout ce que je sais, c'est qu'il est en début de prep, il a sa deuxième semaine de préparation. Peut-être qu'il va essayer de viser l'Arnold UK ou l'Arnold au Brésil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas à l'Arnold aux États-Unis, à Ohio. Et je trouve que pour un début de prep, déjà, il est vraiment très très bien, dans une superbe condition. J'imagine qu'il doit être à 12 ou 16 semaines d'une compétition. Et en tout cas, voilà, franchement, sa condition actuelle est vraiment top. Juste, j'ai un peu l'impression qu'il a un grand dorsal un peu plus grand que l'autre. Celui à sa gauche me paraît un peu moins développé que l'autre. Maintenant, je sais pas si c'est juste à cause de la photo, l'angle ou quoi. Il faut pas oublier, c'est que Bonac et Ramy, bien que je pense pas qu'ils puissent encore concourir pour le titre Mister Olympia actuellement, c'est quand même des gars qui sont habitués à être dans le top 5, top 8. Donc s'ils reviennent cette année, le top 10 à Olympia, il va quand même en prendre un sacré coup, je pense. Ils vont reprendre leur place assez rapidement autour de Brandon Curry. Et ensuite, par rapport à l'Arnold Classic Ohio, il y aura donc aussi Orsemde qui participera à cette compétition, qu'on avait vu donc en Roumanie, qui avait eu, je trouvais, un très gros problème au niveau du dos, une asymétrie complète entre l'avant et l'arrière. Il n'y avait pas de grand dorsal et les trapèzes, bon, ça allait encore, mais on ne voyait rien du tout comme détail au niveau du dos. Et là, ici, sur son dernier lat spread de derrière, je ne vais pas vous mentir, moi, je suis quand même assez surpris des gains qu'il a fait, parce qu'il a vraiment un très beau dos maintenant, une belle largeur de dos. Maintenant, j'aimerais bien voir aussi ce que ça donnerait au niveau de double biceps. Mais en tout cas, ouais, il a bien rattrapé le dos sur quelques semaines de off-season. Là, maintenant, il a encore 10 semaines avant l'Arnold, donc je sais pas trop comment il va progresser, évoluer sur le dos d'ici ces 10 semaines-là. Mais or, s'il vient avec un très beau dos, il peut aussi faire très mal. Alors, pas gagner l'Arnold, mais il peut aussi faire très mal et vraiment très bien se placer à l'Arnold classique, gagner un pro show assez facilement et après se qualifier à Olympia. Maintenant, voilà, ça vraiment, ça va se jouer pour le dos, pour lui. Pour le reste de son corps, franchement, il a quand même un très bon développement. Maintenant, je trouve aussi que les pecs, ça manque un petit peu de masse. Donc un petit peu à voir ce qui va se passer dans le temps, en espérant surtout que pour moi, sa section médiane ne continue pas de grossir et de prendre cher comme elle a pris cher entre classique et open, parce qu'elle n'a plus rien à voir entre les deux. Et quand je vois ça, je comprends encore plus pourquoi Chris ne veut pas passer de classique physique et open bodybuilding, parce qu'effectivement, tu perds toute l'élégance que tu avais d'un point de vue abdominal. Et pour finir, on a un physique update monstrueux de Samson Dauda, aussi à 10,5 semaines. Il a une largeur de malade au niveau des épaules, c'est assez impressionnant. Il est encore dans une très belle condition pour un début de préparation. Après, bon voilà, il a fait 2 compétitions juste après Olympia, donc lui, il est resté dans une très bonne condition, tandis que les autres se sont un petit peu plus relâchés et se sont un petit peu reposés. Donc là, ici, il commence de base à un point déjà assez bon pour commencer une préparation. Et j'espère vraiment qu'on va le voir avec une très belle définition. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si tu fais une compétition comme l'Arnold et que tu piques à crever à ce moment-là, et que tu viens dans ta meilleure forme, bonne chance pour arriver à refaire la même chose à Olympia. J'ai compris ça en regardant un podcast qui s'appelle The Truth avec Annie Rembod, dans lequel il y avait aussi Ronnie Coleman qui en parlait, et où Ronnie, qui était déjà Mister Olympia à l'époque, avait fait l'Arnold Classic. Il avait piqué pour l'Arnold Classic, il était superbe, il était magnifique, une de ses meilleures versions de tous les temps. Il a gagné l'Arnold, et par contre cette année-là pour l'Olympia, ça avait été très difficile pour lui d'arriver dans une condition aussi bien qu'à l'Arnold, tout simplement parce que son corps ne pouvait pas piquer 2 fois dans l'année. Et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de bodybuilders finalement. C'est aussi pour ça que Chris ne fait pas l'Arnold en général et qui skip l'Arnold et qui fait à chaque fois uniquement l'Olympia. C'est pour garder des réserves et être arrivé à 100% à Olympia, parce que finalement tu crames une cartouche en faisant l'Arnold avant. Et tu dois un peu choisir, soit tu viens à 100% à l'Arnold, mais tu ne seras pas à 100% à Olympia, ou tu fais l'inverse, tu viens pas à 100% à l'Arnold, mais tu viens à 100% à Olympia. Et j'ai un peu l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé pour Samson Dauda et Andrew Jacked l'année passée. Ils étaient venus tous les deux à 100% à l'Arnold. Andrew était venu encore mieux
après à Texas, et du coup il avait brûlé toutes ses cartouches, et quand il arrivait au Olympia, alors il était vraiment très bien, mais il était clairement pas aussi bien qu'à Texas ou qu'à Arnold. Et pour Samson, alors il était bien plus big à Olympia qu'à Arnold, mais par contre au niveau de la sèche, je le trouvais beaucoup plus beau à Arnold. Et sachant que cette année, il y aura Adi Choopan qui sera là, qui va devoir défendre son titre, ça va pousser aussi Samson du coup à venir ici à l'Arnold à 100% s'il veut garder son titre. Ce qui veut dire qu'il va encore probablement cramer une cartouche et il aura beaucoup plus de mal du coup à revenir à Olympia 2024 à fond. Et je dirais même pareil pour Adi qui crame aussi du coup sa cartouche à l'Arnold maintenant, alors qu'en vrai s'il veut récupérer son titre il devrait plutôt prendre un an complet de pause et revenir en 2024 à 100% pour aller reprendre son titre face à Derek. Bien que Adi Choopan est un peu plus habitué, lui, à faire plusieurs compétitions dans l'année, lui qui était beaucoup plus habitué à le faire à l'époque, maintenant depuis qu'il fait les concours aux États-Unis, qu'il concourt à Olympia, il a plus refait depuis quelques années. Maintenant, c'est pas nous qui allons s'en plaindre. Moi, je trouve ça vraiment génial de voir des gros calibres du bodybuilding faire des compétitions durant l'année, voir que l'Arnold line-up aussi stack. Je trouve ça quand même aussi assez chouette, puisque ça nous fait un genre de mini Olympia, juste après le dernier Olympia, et on va pouvoir voir qui de Samson et Adi va arriver et va délivrer le max de ce qu'il a. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Désolé, celle-ci était un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez donc à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire pour le référencement. C'était Karim Muscular, à bientôt, ciao.